Château de Péronne, avant 1820. Anonyme. Bibliothèque nationale de France. Château et beffroi de Péronne, avant 1820. Anonyme. Bibliothèque nationale de France. Porte de Péronne sur la route des Flandres. Porte de Bretagne. Avant 1820. Anonyme. Bibliothèque nationale de France. L'hôtel de ville en 1863. En 1293, les magistrats municipaux achètent un bâtiment pour servir de lieu de réunion et de conseil d'acquisition qui fut confirmé par les lettres patentes du roi Philippe le Bel du mois de février de cette même année. Mailleurs et échevins s'y succèdent jusqu'à la Révolution, où ils sont remplacés par des maires et des conseillers municipaux. Le mailleur et les échevins, dont le nombre a varié de 8 à 12, étaient élus pour 1 an, le jour de la Saint-Jean. La croix honorifique du mailleur, suspendue par un ruban blanc sous la monarchie, puis bleu-blanc-rouge à la Révolution, devenue alors suspecte, fut remise à la Convention, pour y être fondue. Le corps de garde et l'ancien bailliage avant 1863. Les bâtiments du bailliage servirent longtemps de tribunal civil. L'origine des bailliages et des sénéchaussées qui les avaient précédés remontait au premier temps de la monarchie. Cette gravure vous présente l'ancien bailliage, ou palais de justice, et l'hôtel de ville, vue d'artiste, avant 1850. Le palais de justice déménage pour le tournant de la rue Saint-Furcy en 1863. Le bâtiment ainsi libéré fusionnera alors avec l'hôtel de ville. En 1864, le bâtiment sera embelli et la toiture coiffée d'un élégant campanile. Salamandes et mascarons ornent la façade. Si les originaux ont aujourd'hui disparu, des moulages existent encore. Le beffroi de 26 mètres de haut est érigé en 1395. Un guetteur est en permanence installé à son sommet. Le beffroi, symbole de la commune, sert de dépôt aux Chartres et aussi de prison. Écoutez les notes de son carillon, telles qu'elles nous ont été transmises par Georges Valois dans un recueil de 1865 intitulé « Les cloches de Péronne ». Le beffroi au sud-ouest de la Grande Place en 1827. Peinture de Félix Michel, fils du célèbre Charles-Henri Michel, d'après un croquis de Dutoit, conservé au musée d'Hanicourt. À son pied, les estachons des boucheries et les halles en bois louées par la ville sont établis là, depuis fort longtemps. La banque-cloche, cloche de l'ancien beffroi, sonnait le ban, pour annoncer les grandes décisions et les grands événements. Sa vieille horloge égrenait les heures depuis 1398. Le beffroi a été démoli en 1844, car on prétendit qu'il menaçait de s'écrouler. Des lézardes sont déjà bien visibles sur ce dessin effectué en 1843 par l'architecte Jean-Pierre Carabi. Cette gravure de Dutoit représente le beffroi, les halles en bois, avant leur destruction. À gauche, la tour Saint-Jean. À droite, la maison d'Abeau. L'ancien beffroi selon Robida.
Albert Robida, né à Compiègne en 1848, est un célèbre illustrateur visionnaire. Contemporain de Jules Verne, comme lui, il imagine avant l'heure le XX et le XXIe siècle. La vie électrique, le téléphonoscope, très éclectique. Il excelle aussi de sa griffe alerte dans la représentation picturale des vieux monuments, gravures et dessins. Il nous laisse de Péronne au moins 2 cartes postales, l'ancien beffroi et l'église Saint-Jean. L'église Saint-Jean-Baptiste est de style gothique flamboyant. Sa construction débutera en 1509. Elle sera consacrée le 25 août 1525 et terminée en 1550. Sa tour n'était pas encore représentée sur la bannière de Péronne. Le volume intérieur est composé sur le modèle d'une église-halle de 3 nefs d'égale hauteur. Un projet datant de 1846 de Jean-Pierre Carabi, architecte péronnais, vous présente un plan d'agrandissement de l'église Saint-Jean-Baptiste avec une abside qui ne sera jamais réalisée. L'église actuelle remplaça une petite chapelle qui existait déjà en 1101 et où l'on avait à cette époque transporté les reliques de Saint-Marcoul. Les cloches primitives étaient au nombre de 3, elles furent fondues à la Révolution et remplacées en 1806 par 4 nouvelles auxquelles on ajouta en 1844 les 3 du beffroi. D'après une délibération du Conseil de fabrique du 7 octobre 1864, on refondit les 4 cloches de l'église qui furent bénites le 25 juillet 1865 par Monseigneur Boudinet, évêque d'Amiens. Les différentes églises de la ville avaient avant 1789 une sonnerie particulière, et celle de Saint-Jean, entre autres, possédait un fort joli carillon, composé d'un grand nombre de petites cloches. Histoire générale de Péronne, par Jules Dournel, 1879. Clés de voûte délicatement ouvragées et pendentifs ornent les arcs d'ogives de style gothique flamboyant. Péronne en 1863. Archives du musée d'Hanicourt. Sans doute l'un des plus anciens documents photographiques sur la ville de Péronne. Après la démolition du beffroi en 1844, on récupère sa vieille horloge et on l'installe au clocher de l'église. La célèbre banque-cloque et une autre vieille cloche provenant du beffroi démoli ont été ajoutées en 1844 aux 4 de l'église, ce qui donnait à la volée une sonnerie très particulière. Le château, place principale des comtes de Vermandois. Le château de Péronne, qui date des premiers temps de la monarchie française, était à l'origine moins fortifié, mais beaucoup plus étendu qu'il ne le fut et qu'il ne l'est aujourd'hui. Cette immense construction, qui appartint à nos premiers rois et ensuite aux seigneurs de la ville, avait une grande importance. Quant au château actuel, bâti sous Henri IV, on prétend qu'il fut élevé sur les ruines des tours du château primitif, la tour Herbert, où mourut Charles le Simple, et qui avait été renversée pendant le siège de 1536. À l'heure qu'il est, ce château n'est rien de plus qu'un magasin d'État, renfermant du matériel et des approvisionnements de diverses natures pour l'armée. Histoire générale de Péronne, par Jules Dournel, 1879. Plan du château, réalisé par Charles Gomard en 1876. Gravure représentant le château vers 1850. Si les bâtiments et les toits entre les 2 tours de droite sont absents, c'est qu'un incendie les a détruits. Une estampe conservée au musée d'Hanicourt
y représente la vue extérieure de l'incendie de l'aile droite du château de Péronne dans la nuit du 6 novembre 1877. La toiture est en feu et de nombreux personnages font la chaîne pour amener les seaux d'eau dans la cour du château. L'événement et l'illustration sont relatés dans l'hebdomadaire Le Monde Illustré, numéro 1075, du 17 novembre 1877. Un article publié dans Le Monde Illustré, numéro 355 du 30 janvier 1864, nous informe par un dessin de l'illustrateur Rovins de l'attrait des Péronnais pour les Jeux d'hiver. 14 janvier 1864 à 8 heures du soir. Patinage au flambeau. Fête donnée par les habitants de la ville de Péronne, somme, d'après le croquis d'Edmond Dufour, frère de Jules, peintre péronnais reconnu. Carte de l'ouvrage d'Achille Carabi. Histoire du bombardement de Péronne, 1870-1871. Ce plan nous présente la situation de la ville entourée d'eau, la position des canons sur les remparts, le fortin du Pathénoyer. Des fortifications en bon état protègent la ville. La place est défendue par 49 pièces d'artillerie de tout calibre, dont 14 canons rayés, quelques-unes de marine à longue portée, servies par des marins de Brest expérimentés. La caserne et les habitants hébergent 3000 hommes de troupes. Portion de carte d'état-major de la région de Péronne à la veille du conflit. Carte provenant de l'ouvrage de Gustave Ramon, L'invasion en Picardie, siège de Péronne, 1870-1871. Pendant la guerre 1870-1871, après le désastre de Sedan, la ville et sa garnison résistent et barrent la route de Paris aux Prussiens. Péronne est assiégée et bombardée intensément. Les Péronnais sont terrés dans leurs caves. L'hiver est très rigoureux. Mon arrière-grand-mère racontait que les Uhlans traversaient le Cam gelé sur leurs chevaux. Ce qui est sûr, les artilleurs du Pathénoyer, ils fortifiés au milieu des étangs, s'y rendaient à pied, marchant sur les eaux gelées par une température inférieure à moins 15 degrés. Les Prussiens tentaient alors de les en empêcher en trouant la glace en maints endroits. Pour saper le moral des Péronnais, les Prussiens disposant d'environ de 70 pièces d'artillerie détruisent par priorité les édifices tels que l'église, l'hôpital et les maisons de la Grande Place. Le courage des Péronnais et de sa garnison est exemplaire, mais l'ennemi a pris la ville de l'affaire et s'est emparé de son arsenal et des pièces d'artillerie françaises à longue portée et les amène sur Péronne. 8000 obus plus tard, après un siège de 13 jours, la ville doit capituler le 9 janvier 1871. La ville est en feu et déplore 91 morts, dont 42 civils. 104 maisons sont totalement anéanties et beaucoup d'autres touchées ou incendiées. L'église Saint-Jean-Baptiste est ruinée. Les cloches, dont la célèbre Bancloc, provenant du Beffroi, et l'horloge de 1398, ont fondu dans la fournaise de l'incendie du clocher. Ces cartes postales relatant cette tragédie ont été réalisées au début du siècle dernier à partir de dessins exécutés par Alfred Rey. Ce qu'il reste de l'église à la fin de la guerre 1870-1871.
La voilà encore, l'église, telle qu'elle apparaît dans une revue allemande de l'époque. Le jeudi 29 décembre 1870, dans l'après-midi, un projectile prussien, lancé des hauteurs de la maisonnette, éclatait à l'embrasure de la pièce de marine blindée du bastion des Grands Moulins, blessait 6 canonniers et frappait mortellement un apprenti marin. Le corps inanimé de Delpa, enlevé du théâtre de la lutte, fut déposé le même jour dans une tranchée que ses compagnons d'armes avaient creusée, au pied même du bastion des Grands Moulins. Quand vinrent les tristes heures de l'occupation allemande, il sembla doux à la population péronnaise de vouer comme un culte public à la mémoire du marin. C'était une protestation, en même temps qu'une évocation douloureuse, à la face de l'ennemi vainqueur de nos malheurs immérités. Chronique péronnaise, 1878-1879, Gustave Ramon. Croquis de la tombe du marin, illustrant l'ouvrage. On inaugure officiellement la tombe du marin. La flamme péronnaise ne s'éteint pas. Civils et militaires viennent s'y recueillir, très souvent. La haine de l'ennemi vainqueur occupe tous les esprits. Péronne en culture. Quelques noms, quelques dates. Saint-Simon, 1760-1825. Né, comte Claude-Henri de Rouvois, en Santerre. Élève de d'Alembert, soldat de Washington, camarade de Lafayette, philosophe, utopiste, économiste, pré-socialiste, prophète du saint-simonisme et fondateur de la religion nouvelle. À la Révolution, il s'enrichit en spéculant avec les biens confisqués du clergé. À Péronne, il abandonne sa particule, qu'il reprendra, la Révolution passée. C'est le petit-neveu du mémorialiste, le duc Louis de Saint-Simon, 1675-1755. Béranger, 1780-1857. Il passa une partie de son enfance à Péronne et à Flamicourt, où il sera initié à la poésie. Pierre-Jean de Béranger de Mersix deviendra à Paris chansonnier, poète du peuple de très grande renommée. Auguste II aussi, 1792-1862, né à Péronne, artiste peintre. Il fonda un atelier d'art très renommé, fréquenté par de nombreux artistes, peintres et sculpteurs, que certains appelleront l'école de Péronne. Jean-Baptiste Jules de Haussy, 1812-1891, né à Péronne, artiste peintre, frère d'Auguste. Hector Crinon, 1807-1870, né à Vreigne-en-Vermandois, poète picard. Enfant d'une famille paysanne, autodidacte, il compose dès 1830 des chansons révolutionnaires en picard. Poète, sculpteur et laboureur comme il se décrivit, il fréquenta l'atelier d'Auguste de Haussy. Jules Dufour, 1812-1871, artiste peintre péronnais. Tableaux des autels des églises d'Audigny, de Grosgis, de Berlis dans l'Aisne. Ces peintures avaient été réalisées à Péronne, dans l'atelier d'Auguste II aussi, qu'il fréquenta. On lui doit dans la ville la restauration de la peinture murale de l'église Saint-Jean. Charles-Henri Michel, 1817-1905, né à Fain, artiste peintre, élève d'Auguste II aussi. Tableaux prestigieux, de grande dimension, souvent d'inspiration religieuse. Nombreux prix. Charles Alfred Danicourt, 1838-1887, né et mort à Péronne. Mécène, archéologue et grand amateur d'art. D'une vieille famille péronnaise, avouée de profession,
il quitta rapidement son étude pour se consacrer à l'archéologie. Devenu maire, il céda à la ville une partie importante de ses splendides collections de monnaies gauloises et gallo-romaines, ainsi qu'une riche bibliothèque. On lui doit en tant que maire le classement de l'église aux monuments historiques. À sa mort, il légua à la ville le reste de ses collections, ainsi qu'une somme très importante pour son entretien. Le musée municipal de Péronne porte le nom de Musée d'Hanicourt. Francis Tadgrain, 1852-1915, né à Péronne. Issu d'une des plus vieilles familles de la cité, il s'adonne à la peinture après son doctorat en droit, puis il s'installe à Berck, où il côtoie de nombreux peintres prestigieux, Boudin, Manet, Lepic. Nombreux prix. Édouard Herriot dira de lui « le crayon d'Ingres », la palette de Delacroix. Jean-Marie Alfred Rey, 1857-1922, né à Péronne, peintre, dessinateur, spécialiste des sites de Péronne et de la vallée de la Somme. Pierre Macorlan, 1882-1970, né à Péronne, son vrai nom est Pierre Dumarché, écrivain, le Quai des Brumes, et beaucoup d'autres. Il fréquenta la bohème montmartroise du début du XXe siècle. Aquarelle représentant la grande place de Péronne, datée de mai 1887. L'auteur anonyme avait posé son chevalet à la fenêtre d'une chambre de l'hôtel Saint-Claude de l'époque. La Somme à Péronne, dessin de Taylor, d'après un document communiqué par M. d'Hanicourt pour la Nouvelle Géographie universelle, publié en 1876 par Élisée Reclus.